Bonjour tout le monde. Donc, c'est un réel plaisir pour moi de vous voir encore tous nombreux avec nous aujourd'hui pour conclure cette série de webinaires que nous organisons avec la FAO pour parler de l'importance des ressources génétiques forestières dans la restauration des paysages forestiers. Donc, aujourd'hui, ce sera beaucoup plus pratique. Nous allons parler d'un certain nombre d'outils pratiques d'aide à la décision sur le terrain. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Christophe Bezacier, qui dirige le mécanisme de restauration forestière de la FAO pour faire son introduction avant que nous commencions vraiment, nous rentrons dans le vif du sujet. Christophe, la parole est à toi. Tu es muté, Christophe. Il faut muter ton micro. Oui. Oui, pardon. Oui, donc je disais bonjour à tous. Merci Marius pour la brève introduction. Bonjour à tous les amis centrafricains, nigériens, camerounais, j'en manque, burkinabés et autres qui sont nos partenaires dans les pays francophones du mécanisme pour la restauration des forêts et des paysages. Je vais être assez bref. Je voulais juste vous rappeler un petit peu le contexte de cette série de webinaires que nous avons organisés en partenariat avec Bioversity. Nous avons, dans le cadre du projet FEM, l'initiative pour la restauration des forêts, le TRI, une composante de travail qui est dédiée à l'échange d'expériences, à l'échange de connaissances entre les pays du TRI. Et puis, on a aussi d'autres projets en cours sur la restauration des forêts au Niger, au Burkina Faso, financés par le Fonds français pour l'environnement, par IKI, avec des pays aussi concernés en Méditerranée, au Maroc et en Afrique de l'Ouest. Et pour tous ces pays, on a essayé de contribuer à cet échange d'expériences et intégrer dans les activités que nous avions prévues dans le projet TRI de faciliter la participation de tous nos partenaires du mécanisme sur ces échanges d'expériences et d'outils et de connaissances sur les ressources génétiques forestières. Vous avez participé aux autres événements, donc vous savez qu'on est dans un format relativement informel où on est vraiment sur le partage d'informations, comme si on était dans une salle avec un workshop, un petit workshop de 20 ou 30 personnes où on peut interagir entre nous, se poser des questions, échanger l'expérience. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. On arrive à la fin d'une première série d'échanges d'expériences sur le sujet des ressources génétiques forestières. Je pense qu'on va faire, après cette première phase et cette premier protocole d'accord avec Bioversity, on fera un point sur les leçons apprises de cette première série de webinaires. Et si vous en ressentez le besoin, si il y a une satisfaction sur les informations échangées, les leçons apprises et les méthodes et outils qui ont été mis à votre disposition ou pour lesquels vous avez découvert des opportunités, n'hésitez pas à nous le faire savoir puisqu'on sera très disposé sur l'année 2021 qui va rester une année où les voyages vont être difficiles, où les travaux en ligne et les webinaires vont continuer probablement encore à être une forme de collaboration privilégiée pour le partage de connaissances. On sera tout à fait disposé à imaginer de continuer ces sessions d'échange d'expérience sur la base de vos besoins exprimés. Voilà, donc pensez aussi à nous faire vos retours sur la façon dont s'est passée cette première série de webinars sur les ressources génétiques et de nous dire si vous avez un souhait pour qu'on continue sur ce sujet-là et qu'on puisse éventuellement élaborer un programme pour 2021. Voilà, je vous passe la parole repasse la parole à Marius. Je vous souhaite un bon webinaire et une bonne séance d'échange d'expérience. Merci Christophe. Donc, nous allons rentrer maintenant commencer le programme avec la première présentation qui est de moi. Donc, je vais partager mon écran.
qui est en fait un genre de récapitulatif de la raison pour laquelle nous organisons ces séminaires. Vous voyez mon écran, j'espère. Donc, OK, d'accord. Donc, en fait, c'est la première présentation, si vous vous C'est rappelez. bon, c'est visible, c'est bon. D'accord, merci, oui. Donc, c'est pourquoi on fait tout ce travail. Donc, pourquoi la diversité génétique est-elle importante et comment en tenir compte pour assurer le succès de nos activités de restauration des paysages. C'est tout ce qui nous réunit et je voudrais vous rappeler que pendant la première, disons le premier webinaire, on avait parlé de qu'est-ce que c'est que la diversité génétique, pourquoi c'est important et aussi le comment, donc le quoi, le pourquoi et le comment de la diversité génétique. Comment est-ce qu'il faut prendre cela en compte et pourquoi c'est important au niveau des arbres, comment est-ce que cela se perd et comment c'est important pour la diversité. Donc, je remets encore ce schéma pour vous montrer que la diversité génétique, en fait, c'est la variabilité qui se trouve au niveau, donc, entre les organismes. Et ça peut se trouver entre deux espèces différentes, donc les hommes ou les orang-outans que vous voyez sur la photo. Et à l'intérieur même de la race humaine, il y a encore beaucoup de variations, les blancs, les noirs, les jaunes, etc. Et on le retrouve à tous les niveaux, même au niveau du maïs que vous voyez. Et cette diversité génétique, on a différents types de diversité génétique. Toute diversité est bonne. Donc, quand on dit qu'on a différents types de diversité génétique, c'est en fait la façon dont les chercheurs ont trouvé le moyen pour pouvoir les étudier. Et donc, il y a la variation qu'on appelle le bon, donc ce qui est la variation adaptative, ce que nous recherchons vraiment au niveau de l'individu, donc pour pouvoir s'adapter dans un milieu donné en fonction des changements climatiques ou de l'environnement en général. Le mauvais, ce qu'on appelle la variation délétère ou défavorable, qui naturellement a tendance à disparaître de la population par ce qu'on appelle la sélection naturelle qui s'opère au niveau de chaque espèce et des individus, et la variation neutre, donc ce qui est indifférent. Donc, il y a des gènes au niveau de chaque organisme et dont on ne connaît pas directement la fonction. Ce n'est pas lié à des traits qui s'expriment directement, mais c'est important. Et c'est cette variation que nous utilisons, nous étudions souvent en génétique des populations pour pouvoir comprendre la structuration des populations. Et ça, c'est très important, surtout pour le cas des arbres ici. La variation adaptative dont nous disons, comme je disais tout à l'heure, ça permet donc à un arbre de s'adapter aux changements environnementaux. Ça leur permet aussi de résister donc, à des attaques de ravageurs ou de maladies donc, qui peuvent survivre. Et aussi, ça permet de résister donc, à la stabilité de l'écosystème donc, en général. Donc, que ce soit au niveau de l'individu, mais au niveau de tout le système. Et la variation délétère, dont nous disons, elle est souvent récessive, donc c'est qui est le contraire de dominant. Et ça se transmet souvent par ce qu'on appelle le phénomène de consanguinité. Donc, le fait que des individus très apparentés se reproduisent, ça contribue à cette variation. Et c'est pour ça qu'on interdit que ce n'est pas bon que des individus proches se reproduisent pour donner des descendants. Ces descendants ont souvent tendance à accumuler ce genre de variation et qui n'est pas bon pour eux. Et aussi, au niveau des arbres, en parlant ici, disons, la taille d'une population. Donc, quand on a une population qui est constituée d'un petit nombre d'arbres et qui s'auto-reproduisent entre eux, ça conduit aussi à ce phénomène où on a beaucoup de variations qui deviennent délétères. Le phénomène de consanguinité, c'est une population qui n'est pas viable sur le long terme et on ne veut pas de cette variation. Et la variation neutre, donc, pour me répéter encore, ça nous permet vraiment d'étudier donc la diversité génétique, de comprendre comment c'est structuré et de tirer des leçons de ça pour pouvoir prendre des stratégies, que ce soit pour gérer une espèce ou même pour prendre des décisions de conservation. Et on sait par expérience, en travaillant déjà sur beaucoup d'espèces et d'organismes, que la variation neutre, même si elle n'est pas directement liée à des fonctions, des traits adaptatifs et qu'on voit au niveau de l'espèce, ça nous permet quand même de refléter les changements au niveau de ces variations adaptatives. Donc, c'est, disons, une analyse par proxy, comme on dit. En étudiant la variation adaptative, on arrive
et la variation neutre, on peut arriver à prédire ce qui se passe au niveau de l'adaptation d'une espèce donnée dans un milieu donné. Et comment la diversité génétique se fait? Il y a la fragmentation d'une population, donc le fait que c'est fragmenté, quelques individus qui se reproduisent entre eux. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de la dérive génétique, qui est un phénomène aléatoire qui survient au niveau de chaque population. Il y a aussi la perte d'une population, donc qui peut peut-être résulter de la construction d'une infrastructure ou d'une route ou d'un barrage ou qui conduit à détruire des populations de certaines espèces qui existent dans des milieux donnés et qui ont des variants qui sont uniques. Il y a le flux de gènes. Donc, naturellement, quand les espèces se reproduisent, il y a échange de pollen entre les individus mâles et les fleurs femelles. Et aussi, quand les graines sont produites, par exemple, il y a le phénomène de dispersion qui peut se passer naturellement par la gravité ou aussi dispersion par des oiseaux ou par des animaux. Et tout ça contribue à mélanger le flux de gènes dans une population, ce que nous voulons. Et le phénomène de la dépression de consanguinité, donc quand des individus apparentés se reproduisent, et on a ce phénomène qui conduit à la perte de diversité. Et juste pour faire une petite illustration, dans cette population d'arbres, où on voit 8 types différents, donc illustrés par les différents types de couleurs. Mais avec l'exploitation forestière, on a coupé un certain nombre d'arbres et il se trouve que dans cette population, il ne nous reste que 2 types qui sont là, donc le type vert et le type jaune. Et avec le temps, donc, ces individus vont se reproduire encore entre eux, se multiplier, mais ce n'est que ces 2 types qui restent dans la population. Donc, vous voyez que du départ où on a 8 types différents, on se retrouve seulement avec 2 types dans la population. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de le goulot d'étranglement génétique, donc qui conduit aussi à la perte de diversité de cette population. Un autre phénomène aussi qui contribue donc à aussi, il y a les barrières physiques. Ça peut être même une montagne ou une rivière qui fait peut-être qu'il n'y a plus d'échange de gènes entre 2 populations. Ils ne peuvent plus s'échanger du pollen ou bien des graines. Et donc, ils s'auto-reproduisent entre eux. Et là, vous voyez, maintenant, on n'a que le même type qui s'auto-reproduit. Et clairement, ça va amener vers ce qui est décrit tout à l'heure, la consanguinité. Et pourquoi tout ça est important dans la restauration? Parce que quand une population est bien diversifiée, elle a une bonne productivité, elle peut résister à toutes sortes de maladies et puis elle est viable. Et même s'il y a des phénomènes qui survenaient comme des changements climatiques ou bien des phénomènes extrêmes, on ne peut pas perdre toute la population. Il y a des individus qui vont puiser dans leurs gènes pour pouvoir résister à telle ou telle maladie. Mais si on a une plantation ou bien une zone restaurée avec le seul matériel génétique et qui est susceptible, dès qu'un phénomène adverse arrive, on perd tout. D'où vraiment l'importance de promouvoir des systèmes vraiment très diversifiés. Et c'est tout l'objet de cette série de séminaires que nous faisons. Mais évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire dans la réalité. Et donc, après ces différentes présentations, nous allons vraiment aujourd'hui vous présenter par la suite un certain nombre d'outils pratiques qui peuvent nous aider donc à prendre des décisions dans ce domaine. Donc, ainsi prend fin ma présentation. Je vais voir. On n'a pas de séance de questions donc pour le moment, mais si quelqu'un a une question, je regarde le temps. On a le temps pour prendre une question avant de passer à la prochaine présentation. Donc, si quelqu'un a une question, il n'a qu'à se muter seulement et poser la question. Oui, Marius, bonjour. Oui, bonjour, Floribert, oui. Non, la préoccupation, c'était seulement d'obtenir le support. C'est tout ce que je peux vous demander. La fois passée, vous aviez promis, c'est plus facile de nous envoyer le support, comme ça nous pouvons revivre la présentation même en votre absence. D'accord, oui, je confirme que tous les supports, donc depuis la première série qu'on a faite, si je n'ai bonne mémoire, je crois, en mai, je crois. Donc, tout est disponible. Je crois que c'est Katharina va peut-être en parler. C'est déposé dans une archive au niveau du site de mécanique de la restauration des paysages forestiers. Donc, vous pouvez les télécharger à tout moment et réécouter. Donc,
c'est disponible, vous aurez accès à tous les documents, non seulement le PowerPoint, mais aussi l'enregistrement donc des présentations, tout est disponible. OK, on attend des précisions de Catherine, merci. D'accord. Donc, s'il n'y a plus une autre question, nous allons parler, donc, nous allons passer à la première présentation enregistrée. Ah oui, oui, vas-y, rapidement, oui. Oui, vas-y. Si vous revenez sur votre 13e diapositive. Oui, la 13e. Juste en complément, un complément d'information. Je pense qu'on a pas mal de facteurs de propagation des pollens, prenons comme les insectes, peu importe, non seulement les insectes, mais aussi le vent et l'eau. Peu importe la barrière qui peut séparer Absolument. le tableau là, je pense qu'on peut retrouver aussi quelques graines de côté gauche vers le côté droit, avec la dissémination, disons, enfin la propagation par les insectes comme les abeilles. Est-ce que vous tenez compte de ce facteur aussi? Oui, on tient compte de ce facteur aussi. Donc, la barrière dont je parle ici, en fait, ce n'est pas forcément une barrière physique. Comme j'avais parlé de montagne ou bien de rivière ou d'une vallée. Ça peut être aussi une barrière au niveau des pollinisateurs. Si les pollinisateurs, par exemple, disparaissent du milieu, ou tous les insectes qui pollinisent ces arbres-là ne sont plus présents, ou les mammifères qui contribuent à la dispersion des graines, on les mange tous, ils sont tous chassés, mangés peut-être, ils n'arrivent plus à contribuer donc à ce flux de gènes qui entre les espèces. Tout ça, ça fait partie des barrières. Donc, ce n'est pas seulement une barrière physique, mais ça concerne aussi tous ces organismes qui contribuent à ce type de phénomène. J'espère avoir répondu à la question. Donc, on va revenir sur... Je dis comme ça, de manière que... Oui. Oui, tu peux finir. Je disais comme ça, juste pour faire en sorte que les deux couleurs se retrouvent de chaque côté, quoi. Bon, enfin. Et donc, en tout cas, j'ai compris. OK. D'accord. Donc, on va passer maintenant à la prochaine présentation qui est préenregistrée. Donc, c'est un outil que l'Alliance Biodiversity International SIAT a développé qui s'appelle Diversité pour la restauration D4R. La présentation a été faite par mes collègues Tobias et Evert. J'ai traduit cela en français. Donc, Gabriela va vous passer la présentation. Gabriela, go ahead. Gabriela, there's no sound. There should be... Que nous appelons diversité pour la restauration. La décennie qui vient, à partir donc de l'année prochaine, c'est déclaré par les Nations Unies comme la restauration des écosystèmes, la décennie pour la restauration des écosystèmes. Et donc, cela fait de la restauration, disons, une grande priorité au niveau mondial. Et vu la quantité énorme de terre à dégrader et à restaurer et tous les bénéfices que nous pouvons tirer de ça. Et il existe beaucoup de méthodologies pour définir des priorités, prioriser les zones et des sites donc à restaurer, et dont le plus connu est la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers, appelée le meilleur de l'IUCN, que beaucoup parmi vous connaissez très bien, et qui permet de produire donc des cartes montrant les zones dégradées. Mais ce qui manque souvent, c'est une méthodologie pour nous aider à choisir les bonnes espèces qui sont adaptées à ces sites et aussi les bonnes sources de semences pour être sûr que la restauration sera résiliente et fournira donc les biens et les services écosystémiques que nous voulons de cette restauration. Alors, il y a beaucoup de considérations à prendre en compte. La première, c'est les espèces
à utiliser sont-elles adaptées donc, aux conditions environnementales présentes et futures des sites à restaurer? La deuxième chose, c'est quelles sont les espèces qui correspondent aux objectifs que nous nous sommes fixés pour la restauration? La troisième, quelles sont les espèces qui résistent donc aux conditions de stress qui existent dans ces milieux? Et la quatrième chose, c'est où collecter donc, les sources de semences et où collecter les semences appropriées. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est que les praticiens de la restauration n'ont souvent pas accès à toutes ces informations avant de prendre des décisions. Ils se contentent le plus souvent d'un petit nombre d'espèces bien connues qui ne correspondent pas nécessairement donc, aux conditions du site ni à leurs objectifs. Et encore pire, c'est que l'origine des semences est rarement prise en compte. On a juste tendance à utiliser ce qui nous tombe sous la main. Et c'est là où vient l'outil diversité pour la restauration pour accompagner à cette prise de décision. Et donc, l'outil prend en compte les 4 éléments que j'ai cités précédemment. Et à l'origine, nous l'avons développé pour les forêts tropicales sèches de la Colombie. Et cela a été étendu aux forêts sèches donc, du nord du Pérou et au sud de l'Équateur, et récemment au Burkina Faso. Et l'outil est aussi en cours de finition pour le Cameroun. Alors, comment est-ce que cela marche? C'est un outil en ligne dans lequel on rentre et on définit donc l'emplacement du site à restaurer, donc mettre les coordonnées. Ensuite, il y a un certain nombre de conditions de stress donc recensées pour différentes espèces qui sont dans le système, donc qu'il faut préciser. Ensuite, définir les objectifs de ce que nous visons pour notre restauration. Nous avons dans l'outil actuellement jusqu'à 38 différents types d'objectifs. Ensuite, on précise les changements, les scénarios de changement climatique qui nous intéressent. Et aussi, on choisit l'horizon 2050, 2070 ou même 2100. Et l'outil analyse et nous fournit comme résultat une combinaison d'essences locales qu'on peut planter et nous indique aussi où est-ce que nous pouvons donc les zones de transfert de semences pour chaque espèce et aussi donne des indications sur comment propager ces espèces. Alors, en ce qui concerne disons les conditions d'adaptation de chaque espèce par rapport donc au changement climatique actuel, mais aussi le futur, nous faisons ce que nous appelons la modélisation de la suitabilité de l'habitat. Et cela consiste en fait à prendre les points de présence donc connus pour ces espèces et aussi les conditions environnementales qui prévaut dans ces milieux et à faire des modélisations dans le logiciel R, donc avec un package qu'on appelle Biodiversity App et ensemble, et aussi à faire des projections avec les 5 modèles de changement climatique qui existent, 3 scénarios aussi d'émissions que vous connaissez bien et aussi différentes émissions. Et on arrive à avoir comme réponse comme les 4 que vous voyez à droite, ou par exemple en bleu, vous voyez qu'on dit ici que la réponse, on vous montre clairement que cet habitat devrait être resté favorable encore à l'espèce à l'horizon 2050. Mais avec les points en rouge sont des habitats où l'espèce existe actuellement, mais ces habitats ne lui seront plus favorables à l'avenir à cause des changements climatiques et environnementaux. Ensuite, pour répondre aux 2 prochaines questions concernant donc les objectifs de la restauration et aussi les conditions de stress qui existent dans le milieu, on fait appel à ce que nous appelons les traits fonctionnels de chaque espèce, mais aussi aux connaissances locales. Et parlant de connaissances locales, nous avons énormément d'essences locales qui existent chez nous pour lesquelles que la science n'a pas encore beaucoup étudié. Et donc, c'est vraiment important donc, de faire des enquêtes ethnobotaniques, discuter avec les populations, parler avec les personnes ressources pour collecter les informations existantes sur les utilisations de ces espèces, la phénologie, etc., etc. Et toutes ces informations sur ces espèces est aussi fouillées dans la littérature et tout ça va dans le système.
Sur les espèces, par exemple, pour illustrer ici le travail qui a été fait en Équateur, où vous allez voir clairement ici une liste d'espèces où les experts locaux ont donné les différentes utilisations. Et aussi, au niveau de l'enquête aussi des ménages, on voit clairement l'importance culturelle de chaque espèce et ce à quoi cela peut contribuer. Et donc, tous ces différents éléments à droite, que ce soit l'espèce peut être utilisée en construction, est-ce que c'est bon comme à usage alimentaire? Est-ce que c'est bon pour le fourrage? Est-ce que c'est bon pour le bois de feu? Est-ce que c'est bon pour la production de miel? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme repellent pour faire fuir les insectes, etc., etc. Est-ce que c'est une espèce ornementale, médicinale? Toutes ces informations font partie donc des utilisations et des objectifs qu'on met dans l'outil que nous développons. Aussi, pour chaque espèce aussi, on définit donc les conditions donc de stress. Est-ce qu'une espèce est résistante par exemple à l'érosion? Est-ce que dans des conditions donc de sécheresse extrême, cette espèce encore existe à prévaloir? Est-ce que ces espèces sont appétées par les animaux? Est-ce que c'est des espèces qui résistent à l'inondation? On connaît toutes ces informations sur les espèces que nous rentrons donc dans l'outil. Et à la fin, on définit un certain nombre de scores. Donc, par rapport à chaque point, par exemple, si c'est une espèce, c'est-elle comme utilisation de fourrage, oui ou non, on codifie la phénologie, par exemple. Est-ce que c'est une espèce qui a des feuilles toute l'année ou est-ce qu'elle perd une partie de l'année et tous ces feuilles ou bien juste une partie? On combine tous ces éléments et on donne des scores. Ensuite, le dernier point concerne la définition donc, des zones de semences. Et comme je disais au départ, la majorité des projets de restauration, les gens ont souvent tendance à privilégier les provenances locales, se disant que c'est déjà adapté au milieu donné. Mais avec le changement climatique, une provenance peut être adaptée aujourd'hui à un milieu donné le plus laid dans le futur. Donc, c'est important que nous faisions ce genre d'études. Et donc, les zones de semences dont nous parlons, ce sont des zones géographiques dans lesquelles les semences peuvent être déplacées sans trop de risques et que les jeunes plants et les arbres qui vont pousser de ces semences-là seront adaptés au milieu et pourront bien résister à l'avenir. Et évidemment aussi, on tient compte donc du changement climatique. Et donc, la solution pour ces problèmes, c'est qu'on définit ce qu'on appelle en fait des zones semencières intelligentes face au climat. Donc, en regroupant un certain nombre de variables climatiques, mais aussi de variables pédologiques et les conditions climatiques futures, on fait ce qu'on appelle des analyses multivariées et pour définir donc les zones de transfert de semences. Et comme vous pouvez, c'est illustré sur cette carte, ou la carte de gauche, vous voyez qu'on a actuellement 10 zones de semences, mais avec à l'horizon 2050, avec le changement climatique, RCP 4.5, vous voyez clairement par exemple que la zone bleue s'étend, mais la zone de semences actuelle en couleur violette diminue énormément. Et donc, on donne ces recommandations aux praticiens de la restauration pour pouvoir savoir alors s'ils collectent des semences, par exemple, dans la zone bleue, ils peuvent peut-être le planter donc, dans la zone violette, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais comme ces zones sont favorables à l'espèce pour le futur, on peut déplacer ces espèces ou ces provenances et les placer planter dans ces zones. Et l'idée donc des zones, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire un mélange, disons donc de la moitié, donc de semences collectées, donc de la provenance locale, mais aussi de mélanger aussi donc avec d'autres provenances en fonction de ce que les calculs vont nous donner. Par exemple, pour illustrer ici, vous voyez clairement que pour l'exemple du Rho, il n'y a que le scénario climatique 2 qui influence donc
quand on a fait le travail, donc on va collecter 25% de graines venant de cette zone et 75% donc de graines de la provenance locale actuelle. Alors qu'en bas, il y a les deux types de changements climatiques qui influencent le bleu et le jaune, donc on collecte 25% de semences venant de chacune de ces zones et on garde 50% de provenance locale pour mélanger et pour être sûr que nos arbres vont bien se comporter à l'avenir. Et donc, l'outil est en ligne sur le site www.diversityforrestoration.org et la façon dont cela marche, c'est que vous allez dedans étape par étape. On met les coordonnées du site, etc. Comme je disais, on met les caractéristiques donc, du site à restaurer, on définit les objectifs et on peut même préciser le nombre d'espèces qu'on voudrait planter, choisir si les options climatiques et l'outil vous donnent les résultats que j'ai décrits précédemment. Et les genres de recommandations que l'outil vous donne, c'est comme vous voyez ici, 3 types de recommandations différentes. Par exemple, le premier, qui est basé sur 2 critères principaux, donc qui privilégie la diversité des espèces, mais aussi la suitabilité donc, de ces espèces à ces milieux donnés, ou bien une autre recommandation focalisée uniquement sur la diversité des espèces et une recommandation uniquement sur la suitabilité de l'habitat donc dans ces milieux à ces objectifs. Et comme je dis aussi la suite, la plupart de nos essences locales aussi, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur comment les propager. Donc, on a aussi des fiches techniques sur chaque espèce pour vous donner des informations sur comment propager ces espèces, mais aussi comment faire un suivi sur le long terme. Parce que le succès de la restauration, il ne suffit pas juste de planter donc, les semences ou les arbres, mais il faut aussi les suivre pour être sûr que ça va rester pour le futur. Donc, vous donne quelques recommandations sur ça. Donc, actuellement, l'outil est, donc, on est en train de déployer donc l'outil dans un certain nombre d'autres pays comme l'Éthiopie, l'Indonésie, la Thaïlande et aussi l'Inde. Merci beaucoup pour votre attention. Et vous pouvez visiter le site web ici pour avoir plus d'informations. Merci. OK, merci. Gabi, je vais demander à Gabriela de montrer aussi la prochaine présentation sur CIDIT et après ça, on va faire une petite pause pour recevoir des questions. Donc, le CIDIT, c'est un apps qu'on a développé aussi qui permet aussi de, disons, de gérer donc, la collecte de semences. Et la présentation est préparée par James Margrove et puis Chris Kettle de Biodiversity. James est de l'École polytechnique de Zurich en Suisse. Gabi, bonjour. Donc, je vais vous faire une brève présentation donc, en français d'un outil d'aide à la gestion d'une collecte de semences qui s'appelle CIDIT et qui a été développé par James Margrove de l'Université polytechnique fédérale de Zurich et Chris Kettle de l'Alliance Biodiversity International Seattle. Cet outil peut nous aider donc à gérer donc les semences le long de toute la chaîne d'approvisionnement, depuis donc la collecte, en passant par le stockage, la conservation, la distribution, donc l'utilisation dans les pépinières et jusqu'au site donc, final de plantation. Et ça peut aider différents acteurs. Je prends le cas par exemple ici de Janice, qui est peut-être un financier, donc un donateur, quelqu'un qui finance des activités de restauration, ou même une ONG ou un gouvernement ou n'importe quel agent de développement. Et donc qui voudrait financer des projets de restauration de qualité. Et donc est sûr que son argent est dépensé à bon escient. Et de l'autre côté, au niveau local, donc sur le terrain, Anna, qui pratique de la restauration sur le terrain et qui voudrait aussi des sources de semences diversifiées pour être sûr que les périmètres reboisés, plantés, donc les sites qu'elle est en train de restaurer seront bons et vont bien se comporter à l'avenir pour fournir donc tous les biens et services
que nous voudrions vraiment de la restauration. Et elle voudrait vraiment des sources de semences de qualité, mais elle n'a aucun moyen de vérifier donc l'origine des semences qu'on lui propose. Et puis en plus, elle est prête donc à payer, donc à dépenser l'argent qu'il faut pour pouvoir avoir des semences de qualité. Et un autre type d'acteur, donc John, qui est un collecteur de semences et qui dit, écoutez, moi je collecte des semences, je suis en mesure de vous livrer donc des semences de qualité de telle ou telle espèce adaptée à votre site de restauration, mais qui malheureusement n'a aucun moyen pour prouver donc l'origine et d'où viennent l'origine des semences qu'il vous propose. Et donc cet outil CIDIC peut être utile à tous ces acteurs. Et c'est un outil donc en réalité qui nous permet de valoriser la diversité génétique des arbres et même au sein de chaque espèce, la diversité, la variabilité qui existe pour nous assurer que les systèmes que nous restaurons seront résilients. Et comment donc ça marche? Donc l'outil est en ligne et vous pouvez la télécharger et l'utiliser aussi sur c'est une application mobile qu'on peut utiliser sur le téléphone, mais aussi sur son ordinateur. Et la version sur l'ordinateur, donc on suppose peut-être donc un gestionnaire de semences et peut-être le gestionnaire donc d'une banque de gènes ou bien d'un centre de semences, par exemple, et qui peut donc créer un compte au nom donc de sa structure ou même à titre individuel et vont recevoir en retour donc du gestionnaire un code pour la collection. Et on peut rentrer donc dans ce système différents éléments, par exemple différentes espèces données, par exemple. On peut aussi créer des groupes, donc peut-être les semences venant donc peut-être de tel habitat. Et on met toutes les informations donc sur chaque semencier avec les coordonnées, la date de collecte, combien de graines ont été collectées, etc. Et donc cette base d'informations qui existe se trouve dans le système et on peut avoir accès à cela à tout moment. Et quand on rentre donc dans cette base, comme je disais, voilà, on a des informations donc sur chaque espèce qui est dedans, les collecteurs, donc ceux qui ont collecté ces données, et quand est-ce que ça a été collecté, les coordonnées de chaque les coordonnées donc de chaque arbre où les graines ont été collectées. Donc, on a toute cette information dans une base de données centralisée et qui peut être gérée par un individu ou bien donc par une unité donnée. Et ensuite, la version sur le téléphone, donc on peut télécharger sur n'importe quel smartphone. Et elle existe actuellement en 4 langues, en anglais, en français, en espagnol et aussi en malais, donc la langue parlée en Malaisie. Et quand vous téléchargez donc l'application, vous avez, disons, une interface qui se ressemble à ce que vous voyez sur mon écran. On dit bienvenue à CIDIC, donc le compagnon de gestion de la collecte des semences. Suivre, gérer, diversifier vos sources de semences. Donc, si vous voulez faire vos collectes par rapport à un groupe de collecte données qui existe au niveau de votre gestionnaire, il suffit de mettre le code donc, de la collection et vous vous connectez au système. Et on peut commencer par ajouter donc, de nouvelles espèces. Donc, vous cliquez sur ajouter. Vous pouvez définir donc mettre le nom de l'espèce, les coordonnées, celui qui collecte, combien de graines sont collectées, la date, les coordonnées sont rentrées, donc tout ça de façon automatique. Vous pouvez aussi stocker aussi des images, donc vous pouvez prendre la photo de l'arbre sur lequel vous collectez donc les semences ou dans tout environnement immédiat pour justifier vraiment que les graines viennent de là. Et toutes ces informations collectées, vous pouvez les stocker, donc c'est sauvegardé avec un ordre donné dans le système. Et cette information, et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'application mobile peut marcher dans une zone, même si vous n'avez pas accès à Internet. Donc, votre téléphone peut stocker les données. Et quand vous aurez accès à Internet, plus ça, toute cette information sera téléchargée automatiquement dans la base de données.
et que donc dans la base de données, donc ici on retourne à la base de données, toutes les informations collectées sur le terrain sont envoyées automatiquement dans la base de données, tout est centralisé et ça vous permet vraiment de bien suivre vos collectes de semences. À l'avenir aussi, ce qu'on essaie de voir aussi, c'est de repartir. Donc, une fois qu'on a ces semences et on sait que c'est passé en pépinière, c'est planté sur le terrain, on peut aussi suivre en retour pour voir comment ces semences, ces graines plantées, ces semences se comportent sur le terrain et comparer donc disons, aux semenciers de là où les graines sont collectées pour voir est-ce qu'elles s'adaptent bien donc, et apprendre aussi sur ces espèces encore et améliorer donc nos pratiques de restauration. Ici, c'est les différents logiciels qui ont été utilisés pour développer l'application, donc qui est déjà disponible, gratuit, téléchargeable en ligne. Et nous, ce que nous voulons vraiment faire maintenant, c'est de pouvoir tester ça de façon pratique. Et on espère que vous allez aussi le faire à travers tous vos projets de restauration pour nous permettre encore de l'améliorer et de permettre vraiment qu'on puisse favoriser donc, la diversité et utiliser les provenances appropriées pour être sûr que nos actions de restauration donc, seront résilientes pour le futur. Merci. Si vous avez plus d'informations, vous pouvez écrire à cette adresse email. OK. Donc, merci, Gabi. Je crois qu'on va faire maintenant une dizaine de minutes, disons, de questions-réponses donc, sur les deux présentations, les deux outils que nous avons présentés. Mais avant, je vois Christophe qui a levé sa main. Donc, Christophe, tu peux commencer si ce n'est pas une erreur. Donc, mais si quelqu'un a une question, il peut poser. Mais je vois Christophe qui a levé sa main. Donc, vous pouvez lever la main ou vous mutez et poser la question. Christophe. Non, c'était pas une erreur, c'était une question qui m'est venue sur la première présentation. Juste une question. Comment on peut utiliser ces outils au niveau national? Est-ce qu'ils sont en open access? Est-ce qu'ils nécessitent des ajustements au niveau national pour être utilisés? Et si oui, quel est le coût? Je sais par ailleurs que dans certains projets comme à Madagascar ou en Guinée, on a l'intention éventuellement d'intégrer dans les projets FEM qu'on prépare l'activité d'ajustement de ces outils, mais peut-être ça serait intéressant d'avoir une idée pour nos participants. Voilà, on leur présente des outils, quelles sont les conditions requises pour pouvoir les utiliser au niveau national? Et merci, c'est une très bonne question. Pour l'outil, la diversité pour la restauration, comme vous l'aurez vraiment déjà compris, c'est un outil il faut que ça soit d'abord développé pour le pays ou la région donnée pour qu'on puisse l'utiliser. Et ça demande beaucoup de données, énormément de données. Donc, fouiller la littérature, aller chercher les coordonnées. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a pas mal de bases de données qui existent. J'ai vu tout ça où vous voyez des coordonnées donc, de tel arbre. Mais quand on commence par nettoyer ces données, vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'erreurs. Et parfois, ce n'est pas utile. Donc, aller fouiller dans des herbiers, donc des données qui dorment, même dans des centres, des départements de forêt où des gens ont des relevés, des points qui n'ont pas. Donc, il faut aller collecter ces données. Ensuite, fouiller la littérature pour collecter des informations sur ces essences. Et nous travaillons essentiellement sur les essences locales. Au Cameroun, par exemple, on est à près de 400 espèces sur lesquelles on travaille. Et on fouille. Parfois, il y a des espèces sur lesquelles vous ne trouvez pas grand-chose. Et c'est là aussi, il faut aller parfois parler aux populations qui connaissent encore ces espèces, qui ont des choses à vous donner. Ensuite, tous ces travaux de modélisation aussi, on a besoin vraiment d'ordinateurs puissants, ça prend du temps pour se faire. Donc, je peux dire qu'en réalité, pour développer l'outil de façon complète pour un pays, ça demande parfois un travail qui peut durer au moins une année. Avec l'intervention de pas mal d'individus, on a besoin de botanistes qui connaissent les espèces, les coordonnées, celui qui doit faire les modèles. Donc, c'est un travail d'équipe que nous faisons. Et c'est ça qui fait aussi peut-être qu'on n'a pas ça encore dans pas mal de pays, mais on commence par déployer et aussi avec le besoin qui se fait sentir. Et pour aller plus vite aussi, on travaille beaucoup avec des étudiants, donc des doctorants, où on le guide un peu pour pratiquer. Et ce qui est curieux, c'est que le modèle qui est développé dans un pays ne peut pas se transposer directement ailleurs parce que les changements climatiques changent. Même à l'échelle d'un pays, parfois,
je vois le Cameroun au sud où on est plus dans la forêt tropicale. Le modèle qu'on fait comparé à ce qu'on voit dans la zone nord où c'est complètement sec, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, c'est un peu ce que je vais dire à ce niveau. Mais pour ce qui concerne l'outil Cibit aussi, c'est juste une application donc qu'on peut télécharger et utiliser, créer sa base de données, collecter tout ça. Mais à l'étape où on est actuellement, on a développé ces outils, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas encore été utilisé vraiment à grande échelle. Et c'est ce que nous voulons, donc que des gens soient candidats intéressés à les tester, à les utiliser. On en développe encore. Et le fait d'après avoir les testés et utilisés, ça va nous permettre aussi d'améliorer aussi. Et donc, c'est un peu les réponses que je vais donner à ce niveau. Si quelqu'un est intéressé par les utiliser, ce serait vraiment bon. Et à la fin, je vais vous donner le lien vers une enquête que nous avons lancée. Disons, genre, on ne peut pas parler d'études d'impact ou d'évaluation maintenant parce que ce n'est pas utilisé à grande échelle. Mais ce qu'on va vous allez voir, c'est pour vous demander, allez regarder encore les outils en détail et essayer de répondre à un certain nombre de questionnaires. Comment vous trouvez ça utile? Est-ce que ça peut être amélioré? Est-ce que ça peut être présenté autrement? Et on a un questionnaire développé dans ce sens que je vais partager avec vous à la fin. Donc, c'est la réponse que j'ai pour le moment. Et les cours, je ne peux pas vraiment rentrer dans beaucoup de détails. Ça va dépendre pour chaque pays avec le nombre d'espèces sur lequel on travaille et la disponibilité donc, de données pour ces espèces. Donc, ça veut dire peut-être qu'on a moins de temps à passer dessus, etc. Bon, il y a un certain nombre de facteurs à ce niveau. Et si quelqu'un est intéressé, on pourra continuer la conversation et voir dans quelle mesure on peut vous aider aussi à le faire dans votre pays ou dans votre zone. Donc, s'il y a d'autres questions, j'espère que j'ai répondu à la question de Christophe. Oui, allez-y. Oui, merci, c'est très clair. D'accord. Oui, Marius. Oui, John. Allô. Oui, j'avais une petite préoccupation par rapport à Utile Cibit. Je voulais juste savoir, pour ceux qui s'intéressent par la restauration, pour ceux qui s'intéressent à la restauration en utilisant les plantes issues de reposition végétative, est-ce qu'il peut utiliser cet outil-là pour la collecte de lait matériel biologique? Oui, la réponse est oui. Ils peuvent l'utiliser aussi. Donc, pour leur matériel, rien n'interdit de l'utiliser, absolument. Ils peuvent l'utiliser, tout à fait. Donc, oui, parce que je crois que tu fais surtout beaucoup plus allusion avec les bambous et les ratans sur lesquels tu travailles beaucoup. Absolument, ils peuvent aussi l'utiliser. Oui, exactement, parce que nous sommes dans notre projet, nous envisageons utiliser également la méthode végétative pour pouvoir donner aux populations les plantes qui sont plus performantes en termes de reproductivité. Donc, c'est pour cela que je pose la question, étant donné également que le... Allô? On a perdu John. Allô? Oui, on peut l'utiliser. Donc, ce que je veux, en fait, c'est dès qu'on a le principe, donc avec diversité pour la restauration, dès qu'on définit déjà une zone, la zone de transfert de semences qu'on connaît. Donc, quand on a, disons, un semencier, ça peut être des graines. On produit majoritairement végétatif. Ah, ok, John est revenu. Oui, je voulais dire en fait qu'on peut l'utiliser aussi pour de matériel propagé végétativement. Le plus important, c'est juste que ce soit du matériel, comment il va dire, des boutures ou des trucs végétatifs ou bien des graines. L'essentiel, c'est de respecter la zone de transfert de semences. Donc, on peut l'utiliser absolument. Ok, merci. On a encore 5 minutes, donc si vous avez des questions, posez seulement. Allô, Marius. Oui, Floribert. Juste une question de curiosité. Parlant des espèces, est-ce qu'il y a une différence significative entre
un programme de restauration basé sur les espèces, disons, il y a des espèces herbacées et des espèces pérennes. Et quel est votre commentaire par rapport au choix des espèces entre les espèces herbacées qui sont annuelles ou saisonnières et les espèces pérennes qui ont une capacité de rester longtemps sur le sol? Tandis que les espèces herbacées peuvent avoir l'avantage de faciliter la gestion durable des terres en termes de restauration de la fertilité des sols et d'autres avantages liés à la qualité biologique, physico-chimique du sol. Merci. Absolument. Oui, merci pour la question. Oui, l'outil que j'ai présenté, nous avons tenu compte uniquement des arbres. Mais tu as raison, on peut le faire aussi donc, pour les herbacées. Donc, on a d'autres groupes de recherche chez nous qui travaillent sur des trucs similaires concernant les cultures. Et là, maintenant, on a un projet qu'on va démarrer bientôt donc, au Burundi, un projet de restauration aussi des paysages où ils veulent ouvrir, disons, des collines carrément donc, à la restauration, à l'agriculture. Donc, il s'agira aussi non seulement de trouver des graminées qui vont aider aussi à stabiliser les berges, tout ça, et aussi planter des arbres. Donc, on va aussi adapter l'outil donc, par rapport aux graminées. Mais ce que j'ai présenté maintenant, on a considéré uniquement, donc, je vais dire en fait les arbres et les arbustes, je vais dire. Donc, les arbres et les arbustes qui sont utiles. C'est sur ça qu'on s'est basé pour le moment. Mais avec les graminées, donc, qui certains sont vraiment annuels, on n'a pas testé, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne puisse pas se faire. Ça peut se faire. Et on aura l'occasion de le faire bientôt. J'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup. D'accord. On peut encore prendre une question, une ou deux questions, s'il y en a. En temps, on a été rejoint par d'autres personnes, donc je vois Bokoye qui se connecte aussi. Je vois aussi la Guinée, je vois Neto, oui, de Sao Tomé Principe. Apparemment, il n'y a plus de questions. Nous allons continuer et passer donc aux présentations des pays. Donc, il y a John donc, du Cameroun et aussi Pierre, comprenant de la Guinée-Bissau, qui ont fait et préparé des présentations sur les projets de leur pays. Donc, avec John, nous allons entendre parler du bambou et aussi avec Pierre, beaucoup plus des espèces de mangroves. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Gabriela de passer les deux présentations. À la suite, on va prendre une petite pause et faire une discussion en groupe avant de revenir en plénière pour conclure. Donc, la première présentation, c'est celui de John. Bonjour. Le projet Tri du Cameroun est intitulé Soutenir la restauration des paysages par une utilisation durable des espèces locales, notamment le bambou et d'autres espèces de produits forestiers non ligneux tels que l'Nvidia, pour la conservation de la biodiversité, l'amélioration des moyens de subsistance des populations et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il faut dire que le projet Tri Cameroun est implémenté par l'UICN et exécuté par INBA, INBA étant l'Organisation internationale du bambou et rotin. Et le projet Tri Cameroun est implémenté dans 3 sites, au lieu de 4 sites, parce qu'un des sites se situe dans la zone de conflit. Et ceci rend impossible d'implémenter des activités à ce site-là. Et les activités, nous sommes à la première année d'implémentation du projet TRI au Cameroun, et les activités ont été focalisées sur l'amélioration des politiques, le renforcement, la mise en place des pépinières, la création de partenariats et l'acquisition des terres pour la restauration, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs. En termes de résultats acquis, nous avons eu à soutenir l'élaboration de 2 documents de politique dans 2 ministères différents, notamment le ministère
de l'Environnement et le ministère des Forêts du Cameroun, nous avons eu à mettre en place 5 pépinières avec la capacité de production chacun de 20 000 plants, dont 10 000 bambous et 10 000 produits forestiers non ligneux. Nous avons eu à mobiliser environ 100 000 hectares de terres dégradées pour la restauration et le contrat signé avec les partenaires qui ont mis en disposition les terres pour le projet. Nous avons eu à mobiliser environ 150 paysans qui ont engagé à participer à ce projet et à bénéficier de ce projet par la création de plantations PFNR qui vont leur appartenir. Nous avons eu à mettre en place, soutenir l'élaboration et l'approbation du carnet agroforestier au niveau du ministère des Forêts. Et nous avons imprimé environ 500 où nous avons remis au ministère comme le premier lot de ce carnet-là qui sera utilisé pour l'enregistrement des plantations qui sera créé dans le cadre de ce projet et d'autres projets d'ailleurs, afin d'attester l'appartenance ou bien l'appropriation de ces plantations-là par les acteurs qui ont mis à la disposition de l'aide terre à ce projet. Nous avons eu à former environ 35 paysans dans les techniques agroforestières du bambou et du PFNL. Et nous avons, dans les 2 semaines qui viennent là, 2 autres ateliers de formation qui vont former 35 personnes en chacun, dont on va former environ 70 personnes additionnelles dans les techniques agroforestières et de bambou. Pour ce qui s'agit de outils utilisés pour la collecte ou bien pour définir les essences qui seront, ou bien des espèces à mettre dans les pépinières, nous n'avons utilisé aucune outil technologique, mais nous avons basé sur une approche participative dans laquelle nous avons organisé des réunions préliminaires avec des partenaires locaux, y inclut les paysans et d'autres partenaires locaux. Et on les a demandé quels sont les PFNL qui sont les plus sollicités dans la zone. Une liste de PFNL ont été établis par chacune des paysages et nous avons retenu au moins 3 de PFNL pour chaque site et à cela, nous avons ajouté le bambou pour nous avons ajouté le bambou, pardon. Pour ce qui concerne les informations, la documentation des informations sur l'origine et qualité des semences, la première chose à faire, c'est d'identifier les arbres mères, ou bien les tiges mères, sur laquelle les graines ou bien les boutures de bambou seront prélevées. Et ceci était fait avec le soutien de la population locale, notamment les paysans. Et la collection de ces boutures-là et les graines-là ont été faites de manière participative avec les paysans. Et ces grains et boutures ont été transportés dans les pépinières et la mise en place des pépinières a été faite de sorte que les pépinières, les boutures ou bien les graines originaires d'un seul tige mère sont regroupées dans ces coins et matérialisées par un panneau d'information. Le critère principal utilisé pour la sélection des espèces était principalement l'importance économique et nutritionnelle de ces espèces-là. Parce que nous pensons que si la population locale trouve les intérêts en termes d'accès aux revenus et accès aux nourritures, ils vont adhérer plus facilement à ce projet et, si faisant, ils vont contribuer de manière directe ou bien indirecte à la conservation de la nature
et à la mitigation des gaz à effet de serre. En termes, et pour ceci, pour chacun des paysages, nous avons retenu 4 espèces pour le paysage de Douala Idea, donc 3 pluviophores non ligneux et en bambou, et une espèce de bambou. Nous avons retenu 6 espèces pour le paysage de Waza, donc 5 espèces de pluviophores non ligneux et une espèce de bambou. Et nous avons retenu 4 espèces pour le paysage de Mbamayo. Et donc 3 espèces de pluviophores non ligneux et une espèce de bambou. Avec ceci, je vous remercie pour votre aimable attention. Ok, merci John. Maintenant, on va écouter la présentation de Pierre Comprenant de la Guinée-Bissau. Gabi. C'est bon, allez-y. Alors, le projet TRI de Guinée-Bissau est un projet de protection et de restauration des mangroves et des paysages productifs pour renforcer la sécurité alimentaire et atténuer le changement climatique. Jusqu'à maintenant, les activités de restauration ont consisté à effectuer un diagnostic participatif pour l'identification des zones de mangroves à restaurer. Alors, ce diagnostic a été fait avec les communautés de la douzaine de villages avec lesquels nous travaillons. On est dans une situation très particulière parce que les paysans qui font du riz en Guinée-Bissau cultivent sur les sols de mangroves. Avec la montée du niveau marin, il y a beaucoup de rizières qui ont dû être abandonnées parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer les digues de façon suffisante pour empêcher la mer d'entrer dans les rizières. Et ils ont abandonné ces rizières et il s'agit maintenant de restaurer les mangroves à l'intérieur de ces rizières abandonnées. Il y a d'autres cas de figure où les rizières sont directement agressées par la mer parce que les paysans n'ont pas laissé une marge de mangrove suffisante pour les protéger. Donc, là, la situation, c'est de devoir restaurer une marge de mangrove suffisante pour protéger les zones cultivées. Alors, décision pour le choix des espèces de restauration. En réalité, on est dans un écosystème très particulier dans la mesure où la restauration ne concerne que 2 ou 3 espèces de mangroves. Dans les zones les plus basses, c'est-à-dire les zones qui sont régulièrement inondées par la marée, la restauration doit se faire principalement avec des propagules de Rhizophora ou de Laguncularia. Et dans les zones plus hautes, qui ne sont touchées que par les marées hautes de vives eaux, là, ce sont les Abyssinias qui doivent être restaurés. Donc, on a un nombre vraiment limité d'espèces qui sont concernées par la restauration. Alors, comment est-ce qu'on se base pour fixer l'origine et la qualité des semences? En réalité, les propagules, elles sont collectées soit dans les arbres qui se situent à proximité, à l'époque où les propagules sont dans leur maturité physiologique, c'est-à-dire pendant la saison des pluies, entre juillet et septembre, ou alors les propagules, on peut aller également les chercher quand elles sont apportées par la marée, mais alors à ce moment-là, il faut faire une sélection assez fine pour ne conserver que les propagules qui possèdent un maximum de pouvoir germinatif. Elles doivent être en excellent état. Donc, dans la mesure où les propagules sont collectées
directement près des sites de restauration et que le nombre d'espèces est très limité, on n'est pas confronté à des problèmes particuliers en ce qui concerne la sélection des semences. Alors, est-ce qu'on choisit les espèces sur la base de traits spécifiques en fonction de la valeur carbone, de la valeur nutritive ou des avantages de la biodiversité? En réalité, on n'a pas vraiment le choix parce que ce sont des espèces qui sont très spécialisées par rapport à la salinité de l'eau, à la salinité du sol et au degré d'immersion par rapport à la marée. Et donc là, on est condamné à utiliser les seules espèces qui sont capables de supporter ces conditions écologiques très particulières. Encore une fois, les rhizophora, elles sont sélectionnées pour repeupler, pour restaurer les zones qui sont souvent inondées par la marée, alors que les Avicennia sont sélectionnées pour restaurer les zones qui ne sont touchées que par les grandes marées hautes. Voilà. Nous sommes actuellement, nous avons commencé le processus de restauration, à la fois pour les rhizophora et pour les Avicennia, mais on doit reconnaître que cette année a été très particulière en raison du Covid, qui a limité beaucoup les déplacements sur le terrain. L'équipe a fait très attention à ne pas apporter de virus dans les villages, ça c'était très important. Et il faut dire aussi que cette année, il y a eu une pluviosité exceptionnelle, qui est parfois très violente, qui fait qu'il y a beaucoup de voies de communication qui ont été coupées pendant la saison des pluies. Et puis, c'est aussi la première année où nous commençons la restauration effective. Donc, on a encore besoin de plus d'expérience et d'une organisation plus efficiente. On met beaucoup d'espoir dans la prochaine saison des pluies, sachant qu'on ne peut faire cette restauration que pendant la saison des pluies. Je vous remercie. Ok, donc merci Pierre et puis John pour ces présentations très très intéressantes. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez les poser. Donc, John et Pierre sont en ligne, donc mutez-vous seulement et posez les questions. Oui, Marius. Oui, Herman, oui, vas-y. Oui, j'ai une question pour John. Oui, déjà, félicitations pour le travail que je vois qu'il est en train d'abattre au Cameroun avec INBA. Je voulais savoir, il a fait quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire impliquer les populations locales dans le choix des espèces. C'est quelque chose qui est très conseillé maintenant et qu'on ne faisait pas beaucoup avant. J'aimerais savoir quelle technique il a utilisée pour les impliquer. Le choix des espèces, c'était des focus group, c'était des enquêtes. Et si oui, est-ce qu'il a tenu compte de l'aspect genre? Parce qu'on a bien noté que parfois, en interrogeant les femmes et les hommes séparément, on a des résultats différents parfois dans la sélection des espèces à utiliser dans un processus de restauration. Merci. Merci. Oui. John. Merci Marius et merci Ayman pour la question. Il faut dire que nous avons utilisé essentiellement le focus group pour sélectionner les essences avec la population. Et ce focus group a été facilité par nos partenaires qui travaillent sur le terrain parce que l'approche du projet Tri Cameroun, c'est que INBA travaille avec un certain nombre des ONG locales qui se trouvent dans chacun de ces sites-là et qui ont la facilité de communiquer avec les paysans sur le terrain. Donc, à travers eux, ils ont dû faciliter le contact avec chacun de ces paysans-là. Et on a donc organisé les descentes sur le terrain conjointes, les missions conjointes sur laquelle on a organisé les focus group avec des paysans dans chacun de ces sites.
Merci, John. Il y a aussi une question pour toi de Manuela. Apparemment, son micro ne marche pas. Attends. Donc, elle demande quels sont disons, les challenges que tu as rencontrés, surtout pour mobiliser 100 hectares, je crois, et avec engagement de 150 partenaires pour participer à la restauration des sites, ce qui est quand même énorme. Donc, elle demande que tu nous parles un peu des challenges que tu as rencontrés et comment est-ce que tu as pu les surmonter et quelles bonnes pratiques, donc des leçons que tu as tirées de ça que tu pourrais conseiller aux autres projets. C'est pour John. Oui, Marius, merci. Et merci également à Manuela. Comme je disais tout à l'heure, nous travaillons essentiellement avec des partenaires sur le terrain qui ont déjà une expérience avérée sur le terrain, qui collaborent, qui ont eu à collaborer avec les paysans dans les autres projets. Donc, ce qui fait que arriver à convaincre des partenaires, parce qu'au niveau du terrain, ce n'est pas seulement les paysans, mais c'est tous les partenaires locaux. Il inclut les paysans, la mairie et même les chefferies. Donc, nos partenaires qui sont sur le terrain ont eu à rencontrer chacun de ces acteurs-là et discuter, présenter le projet et les convaincre à engager les terres. Il faut dire que ce n'est jamais facile parce qu'il y a un certain nombre des acteurs qui ne sont pas intéressés, qui qui ne sont pas intéressés à la restauration. Mais comme je disais, je dis peut-être lors où je posais ma question sur site et étant donné que nous avons fait des premières réunions avec eux pour identifier les essences ensemble et que ces essences en majorité sont les PFNR, donc les essences où s'il plante, il pourra récolter soit les grains, les fruits ou bien les grains ou bien les feuilles pour vendre et ainsi que pour la nutrition. Ceci a attiré un bon nombre des paysans qui ont accepté de mettre les terres à la disposition de ce projet pour la restauration. Il y a encore un autre élément motivant, c'est le carnet agroforestier que nous avons pu élaborer avec le ministère des Forêts et de la Faune. Et ceci les a donné une garantie que s'ils mettent les terres à la disposition de ce projet et que à la fin, et que les plantations sont créées dans le cadre de ce projet sur financement, avec un appui financier du dit projet, et que ces plantations-là sont enregistrées par le ministère des Forêts et de la Faune sur les noms comme les propriétés personnelles et pouvoir donc exploiter à la longue et éviter les tracasseries administratives liées à l'exploitation de produits forestiers non linéaires. Donc, tous ces éléments-là ont été utilisés pour convaincre les populations qui ont accepté à mettre à la disposition de ce projet la terre. En termes de conseils pour les autres projets, moi, je pourrais seulement dire que la même démarche peut également être utilisée, c'est-à-dire la sélection de plantes est faite avec la population, mais aussi engagée avec le gouvernement pour pouvoir mettre en place les outils qui vont garantir, qui donnent une garantie à la population que en engageant à ce projet de restauration ou bien à leur projet de restauration, les terres, ça serait également un moyen de conserver les terres parce qu'un terre qui n'est pas mis en valeur n'appartient pas à un individu. Mais si l'individu met en valeur la terre et que la terre, cet espace est enregistré comme une plantation sur son nom, c'est une garantie que la terre... Merci, John, oui. Donc, je vois la main de Benjamin. Ok, Benjamin a descendu sa main. Sinon, Benjamin, tu as une question? Sinon, on va passer... Non, c'est Floribert. Sinon, on va pas. Je propose qu'on passe dans les groupes. Il y a 3 groupes. Il y a le groupe 1 qui sera modéré par Benjamin, le groupe 2 par Herman et le groupe
3 par Franck. Donc, dans les groupes, vous allez discuter encore, disons, en fait, des 3 questions qu'on a posées maintenant, auxquelles le Cameroun et la Guinée équatoriale ont répondu. Donc, connaissez-vous des outils à la décision pour le choix des espèces? Quelles informations détaillées documentez-vous sur l'origine et la qualité des semences? Et comment choisissez-vous les espèces sur la base de traits spécifiques tels que la valeur carbone, etc. Donc, chaque groupe aura maximum 15 minutes pour qu'on puisse revenir en plénière et aussi avoir le temps de faire une petite évaluation que nous avons prévue pour recueillir, disons, vos points de vue sur toute la série de webinaires. Donc, vous n'avez rien à faire, je vous envoie chacun directement dans son groupe. Donc, on a 3 groupes. Le groupe 1 est modéré par Benjamin, le groupe 2 par Herman et le groupe 3 par Franck. Et quand le temps sera prêt, vous allez revenir tous automatiquement en plénière pour une brève présentation de 2 minutes par groupe et puis on va passer à la conclusion. Merci. Marius, je vais lever la main, non? Ah, Floibert, attends. Oui, tu peux faire la discussion, on peut poser la question dans le groupe, ou bien on va revenir sur ça en plénière après, d'accord? On va revenir en plénière, je vais te passer C'était vraiment bref. Hein? C'était bref. Ah, d'accord. Je le permets. Les gens sont déjà vont déjà dans leur, comment il va dire? On a déjà, beaucoup sont déjà dans leur groupe, donc en plénière, je vais te repasser la parole, c'est promis. J'ai noté. Ok, d'accord. D'accord, merci, tout à l'heure. Benjamin. Merci Marius. Le temps était très court, je vais essayer d'être bref. On a discuté que l'importance de la population locale pour vraiment savoir les espèces préférées qui vraiment devraient répondre aux conditions du contexte. C'est important pour avoir les contextes écologiques justes, mais aussi les aspects économiques. On a parlé de l'importance de créer les chaînes de valeur autour du site de restauration et aussi l'importance en termes de socio-culturel. Dans les pays, par exemple à Burkina Faso et à Niger et RDC, ils ont des centres nationaux spécialisés pour les semences forestières. Et ils ont des techniciens, mais ils sont en train de former au niveau local les villageois, les techniciens villageois pour vraiment identifier les peuplements sémenciers. Et la connaissance n'est pas toujours là, ils sont en train de former eux. Aussi, c'est important de dire que dans le futur, ces techniciens villageois peuvent aussi collecter pour le centre national au-dessus des projets qui sont en cours. Les recommandations faites sont il faudra avoir un inventaire forestier national qui est très important et créer une base de bonnes pratiques, une base de données au niveau national et aussi un annuaire pour savoir quelles semences sont disponibles, où est-ce qu'on peut le trouver. Par exemple, le Niger a dit qu'ils sont en train de créer des groupements de producteurs qui pourraient assister à vraiment récolter les différentes semences et graines. En RDC, par exemple, l'importance a été dite de collaborer bien avec l'Institut de recherche agronomique de l'université sur le plan sémencier et aussi avoir une certification de semences de qualité pour assurer que les semences utilisées pour la restauration sont de bonne qualité. Et aussi, ils ont souligné l'importance de nouveau de la population autochtone pour leur impliquer parce qu'ils ont une bonne connaissance en termes de semences, des arbres, de graines utilisées par exemple par les animaux parce qu'ils travaillent pour le projet, ils travaillent autour d'un protégé. Et c'est bien apprécier leur expérience et leur connaissance en termes de gestion de cette espèce pour les animaux sauvages. Si les autres veulent ajouter des choses,
Une lacune qui était aussi soulevée, c'était le test de germination de graines, qui n'est pas toujours très connu à ce niveau. Merci. Merci, Benjamin. Un instant. Oui, merci, Benjamin. Donc, je vais passer la parole à Herman. Herman, tu as 2 minutes. Oui, Marius, merci. Oui, oui, c'était assez court comme temps. On a fait ce qu'on a pu en courant un peu. Donc, on intervenait ici surtout avec la Guinée-Bissau, la RDC et le Burkina Faso. Le Burkina Faso avait beaucoup de choses à nous dire, mais la connexion n'a pas permis que Sanon s'étende un peu sur les différentes techniques utilisées au Burkina Faso. Mais en général, il ressort qu'en RDC, ils sont en train de mettre en place une restauration beaucoup plus axée sur les espèces locales. Donc, l'eucalyptus qui était ici fort utilisé laisse place maintenant aux espèces locales. Et ils font aussi ce qu'ils appellent la concertation locale avec les populations, notamment le BO qui travaille avec les populations autour d'un parc a mis en place des enquêtes pour que les populations disent exactement quel type d'espèces ils aimeraient planter. Et ils ne sont pas encore dans la phase de collecte des semences. Mais l'idée, ça sera de mettre les populations en contribution pour qu'ils aillent chercher ces semences-là dans le parc. Et sur le choix des espèces, il est clair que le choix, pour lui, il est clair que le choix n'est pas orienté vers le carbone, mais surtout, le choix est surtout économique. Il cherche des espèces à croissance rapide, des espèces qui peuvent fournir des services écosystémiques comme production du charbon, les PFNL, et des espèces qui peuvent valablement remplacer l'eucalyptus, qui est quand même avec tous ces critères de croissance rapide, aussi de rentabilité en termes d'économie, mais qui avait l'inconvénient de détruire la qualité du sol et aussi de causer de gros problèmes au niveau de la gestion de l'eau. En Guinée-Bissau, la problématique est particulière parce que le nombre d'espèces impliquées est très réduit. Donc, quand on parle de choix d'espèces là-bas, ils n'ont pas vraiment un dilemme à ce niveau-là. Il s'agit de 3-4 espèces. Mais ils font quelque chose d'intéressant là-bas, ce qu'ils appellent l'éducation environnementale, avec une grosse implication des enfants dès l'école, dans les écoles, et avec une grosse implication aussi des femmes dans différentes activités qui, au finish, concourent tous au processus de restauration des mangroves. Donc, comme je disais, on a donné la parole à Sanon qui nous disait qu'il semble qu'au Burkina Faso, il y a une meilleure organisation avec un centre de semences, avec une meilleure documentation. Il y a des semenciers qui sont localisés dans les forêts comme dans les champs et qui, chaque année, sont collectés pour fournir des semences à la Banque de semences nationale. Donc, il y a des documentations qu'on récolte sur ces semences-là. Ce sont les coordonnées géographiques, les critères physiologiques. L'un des critères physiologiques le plus utilisé étant la productivité. Donc, les semenciers sont vraiment choisis sur leur capacité à produire beaucoup. Donc, voilà en gros ce que je peux rapidement dire sur la discussion qu'on a eue en 15 minutes. C'était plutôt court, ouais. Oui, non, mais c'est plutôt très enrichissant en réalité. Merci beaucoup pour le résumé. Maintenant, on va passer la parole à Franck pour présenter ce qui a été discuté dans le groupe 3. Okay. Donc, merci Marius. Je dirais également, comme les deux autres prédécesseurs, que le temps était assez court. Donc, nous, on a eu essentiellement un bref retour encore sur l'expérience au Cameroun de John. On a eu Sao Tomé avec Neto et puis on a fini avec le Congo. Donc, comme un peu il ressortait principalement à partir des questions qu'on avait, donc l'outil, de manière globale, les outils présentés, les outils d'aide à la décision qui étaient présentés aujourd'hui sont généralement très peu connus. C'est ce qui ressort essentiellement, que ce soit au Cameroun, au Congo ou à Sao Tomé. Donc, l'outil n'est pas assez connu et donc c'est plutôt la bienvenue. Il y a notamment Sao Tomé et le Cameroun qui proposaient déjà, donc avec Inbar de John, des collaborations pour travailler sur d'autres espèces. Donc, de manière globale aussi, ce qui ressort, c'est que généralement, les populations sont impliquées. Donc, au Cameroun, l'approche vise à impliquer les populations, l'administration et aussi les ONG locales, donc qui sont souvent
négligées, on va dire, finalement, dans ce type d'approche-là. Et pourtant, elles ont une connaissance très particulière, souvent du terrain et de l'environnement déjà un peu social, de manière plus scientifique, une approche un peu plus scientifique sur les connaissances que les uns et les autres partagent au niveau local. Puis, au niveau de Sao Tomé, ce qu'on a aussi noté, donc, c'est que, comme je disais précédemment, l'outil n'est pas connu et qu'il y a une liste d'espèces qui sont en train de définir, déjà une liste d'espèces prioritaires pour la mise en place des différentes stratégies de restauration qu'ils ont au niveau national. Et voilà, ce sera aussi l'occasion pour eux de tester l'outil, donc les outils pour l'aide à la décision et pour la prise des données. Donc, le dernier point peut-être que je peux rajouter, c'était au niveau du Congo. Donc, là aussi, pas de stratégie nationale de collecte des semences. Et donc, il s'active aussi à ça, une stratégie nationale de collecte des semences. Et une fois de plus, les outils présentés aujourd'hui seront certainement, apporteront beaucoup dans la mise en place de cette stratégie-là. Donc, voilà. Voilà, je ne sais pas si... Ouais. Non, c'est bon. Merci beaucoup, merci, Franck. Oui, oui. Donc, la discussion est vraiment très, très enrichissante. En tout cas, pour moi, personnellement, et je pense que c'est pareil pour Benjamin et tous les autres collègues avec qui on a préparé toutes ces séries. Donc, on va maintenant, pour aller vers la fin, on a préparé une petite enquête, donc pour un petit sondage. Et Katharina va vous passer les questions. La première question, c'est de savoir la série de webinaires, donc pas seulement celui qu'on a fait aujourd'hui, donc ce qu'on a commencé depuis le mois de mai jusqu'à maintenant. Comment est-ce que vous trouvez cela? Est-ce que ça a été utile pour vous? Donc, on a 3 types de réponses, très utiles, utiles et inutiles. Donc, je vous donne 30 secondes pour répondre à cette question. On a 4 questions, donc ça, c'est la première. Je vois déjà, il y a déjà 8 réponses. 13 sur 27, donc déjà la moitié. On est déjà à 20. Ouais, c'est plutôt rapide. Ouais. 18 réponses déjà. OK, donc je retiens en gros que ici, les réponses montrent que c'est très utile à 71% et utile dans 29% des cas. Donc, on est content que personne ne trouve cela inutile. Donc, merci beaucoup. La deuxième question, Katharina. La deuxième question, c'est de savoir les outils que on a présenté aujourd'hui, la diversité pour la restauration et CIDIT. Est-ce qu'elles vous seront utiles dans vos activités de restauration par rapport au projet TRI ou même dans d'autres projets que vous menez en général? Et là, vous avez aussi 3 choix de réponse, très utiles, utiles et inutiles. On est déjà à 16 réponses. « 19 réponses déjà. Donc, la réponse ici, c'est oui. Vous trouvez ça très utile dans 65% des cas et 35% aussi trouvent cela utile. Donc, personne ne trouve cela inutile. Merci beaucoup. La troisième question, c'est de savoir, aimeriez-vous avoir une formation pratique sur l'utilisation de ces 2 outils que j'ai présentés aujourd'hui, que ce soit la diversité sur la restauration et CIDIT? Aimeriez-vous avoir une formation pratique sur leur utilisation? Apparemment, la réponse ici, c'est 100% à ce que je vois. Merci. Donc, on va tenir compte pour la suite. Et la dernière question. La dernière question, c'est... Oui, Katharina? Allô?
Il y a une dernière question. OK, donc la dernière question, c'est de savoir, est-ce que vous aimeriez avoir des informations sur d'autres outils d'aide à la décision en matière de restauration des paysages forestiers? Donc, vous avez le choix, oui ou non. Il y avait, si oui, et vous pouvez écrire, prenez 31 minutes pour écrire peut-être dans le chat. Si vous avez déjà des outils en tête que vous connaissez, dont vous auriez voulu qu'on vous en parle plus, vous pouvez les écrire. Mais je vois que dans 90% des réponses, c'est clairement oui. Vous voulez plus d'outils, mais avez-vous des outils particuliers que vous voulez? Vous pouvez les écrire dans le chat. On va collecter les réponses là-bas et en tenir compte. La FAO va en tenir compte pour programmer d'autres webinaires, j'imagine, pour la suite. Donc, OK. Donc, si tout est là, on peut maintenant arrêter, je crois, la réponse. Donc, je voudrais vous remercier sincèrement pour cette expérience que nous avons eue. Très, très, très enrichissant pour moi. On ne va pas en rester là. Nous allons probablement préparer un blog pour partager toutes ces expériences très enrichissantes que vous avez partagées avec nous. On va préparer un blog qui sera publié sur ces expériences. Et nous sommes toujours disponibles aussi pour vous appuyer l'un ou l'autre. On travaille avec l'équipe de Sao Tomé et aussi de la Centrafrique. Mais les autres pays aussi, nous sommes tout à fait à votre disposition. Le Cameroun, on a déjà eu beaucoup de discussions avec John. Dans la mesure du possible, nous sommes vraiment disponibles pour vous aider, pour travailler avec vous et aussi que vous utilisez ces outils que nous développons. Plus elles seront utilisées, le feedback que nous recevons de vous nous permet de les améliorer encore et pour pouvoir les rendre beaucoup plus utiles pour nous tous pour la suite. Donc, sur ce, je ne sais pas si Benjamin a un mot à dire, Christophe fait partie, sinon... Oui, juste Benjamin a peut-être un mot à dire avant qu'on arrête. Oui, vas-y. Oui, je voudrais aussi remercier tous les participants pour leur contribution pendant toute cette série de webinaires. Et on a constaté qu'il y a un bon appétit pour avoir plus de formations, plus de webinaires. On a vu ça avec cette enquête. Et aussi, on va maintenant, comme Christophe a dit, on va maintenant discuter et voir avec l'équipe pour voir comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins des pays par rapport les sujets déjà un peu évoqués pendant cette série et peut-être les plus en profond pour le futur. Mais de nouveau, remercie tout le monde pour votre participation active et votre contribution. OK, donc merci et bon appétit à tout le monde et à bientôt. OK, merci. Vous pouvez allumer vos caméras si vous voulez pour qu'on prenne une photo. OK. Beaucoup sont déjà... Et voilà. C'est bon. OK, je vois. Ça va. OK, merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye, bye, bye.